Bonsoir à tous, chères autorités, très cher public. On s'excuse d'abord du retard indépendant de notre volonté. Nous sommes aujourd'hui réunis encore une fois pour ce rendez-vous du Give One Talks. Nous le faisons chaque mois. Chaque mois, on choisit une autorité, on l'invite, il vient, il échange avec les membres du Give One, les autorités, mais également les jeunes. Notre invité d'aujourd'hui est M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Aujourd'hui, on va débattre sur le thème le tourisme sénégalais, politique et le tourisme sénégalais, politique et je m'excuse, hein. Politique et perspective de développement. Ok. Sans plus tarder, je vais dire bonsoir à Monsieur le ministre. Bonsoir. Ravi de vous recevoir aujourd'hui dans nos locaux de Give One. Je vous remercie beaucoup. Je dois, je crois, à mon tour, m'excuser. C'est vrai que le jour qui a été retenu est un jour un peu spécial pour nous, en tant que membre d'un conseil des ministres. Je me disais qu'à 15h, comme d'habitude, nous allons nous libérer. Mais aujourd'hui, l'ordre du jour du conseil a été exceptionnellement très chargé. On avait beaucoup de textes à faire passer, dont d'ailleurs, je crois, qui concerne notre secteur. Aujourd'hui, on a adopté un texte important qui érige la Casamance comme étant une zone touristique spéciale d'intérêt national. On a aussi adopté les 2 projets de décret qui, en tout cas, vont avoir un impact direct sur la cherté de la destination parce que ça réduit un peu les taxes aéroportuaires. Et évidemment, on a beaucoup discuté sur la circulaire qui doit supprimer le visa à partir du 1er mai. Donc ça a été exceptionnellement long et je m'en excuse beaucoup. D'accord, on comprend. Monsieur le ministre, si vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous alliez dire? On sait que vous êtes le maire de Yoff, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Vous êtes aussi ancien directeur du GOUD. Vous avez été aussi secrétaire général de la Chambre de commerce de Dakar, mais également de Kaolack. Vous avez occupé aussi des postes au niveau de la SNHLM. Et quoi d'autre, on peut savoir? Je crois que vous venez de passer en revue mon CV. Oui, pour me présenter, je peux dire que je suis né à Yoff. Yoff, c'est juste à côté. Gorwakam Yoff, vous connaissez. J'ai fait mes études primaires à Yoff aussi, à l'école Talediagne. On appelait l'école 1, c'était la seule école publique en son temps de Yoff. Et après mes études primaires, je suis allé au lycée Blaise Diagne de Dakar où j'ai eu effectivement mon bac série D. La série D, c'est devenu la série S2, je crois. Et donc, je comprends bien. C'était une série à dominante sciences naturelles, sciences physiques. Après mes études au lycée Blaise Diagne, j'ai eu une bourse pour aller à Paris pour faire l'école supérieure de biologie et de biochimie de Paris. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la biologie et la biochimie à faire avec les finances? Bon, pour les contraintes liées à l'organisation administrative du consulat, je n'ai pas pu malheureusement cette année prendre le chemin de l'école supérieure de biologie et de biochimie parce que je suis arrivé un peu tard et j'avais raté 2 TD et 2 TP. On me demandait d'attendre l'année prochaine pour m'inscrire et je n'ai pas voulu le faire. Et je suis allé à Lyon pour essayer d'emprunter une fac de sciences. Là aussi, c'était trop tard, les facs de sciences avaient démarré. Et on m'avait demandé, en attendant de m'inscrire l'année prochaine, d'aller juste fréquenter la fac de sciences économiques, histoire de ne pas rester à ne rien faire. C'est le destin. Je suis allé m'inscrire donc en économie à la faculté de Lyon. Et au bout de quelques mois, j'ai quand même pris le virus de l'économie. J'ai un peu aimé. Et je me suis dit, ben, écoute, pourquoi retourner en sciences? J'ai qu'à rester effectivement dans les sciences économiques et des gestion. J'ai eu donc mon DEA en socio-économie à l'Université de Lyon. Et je suis revenu au Sénégal après mon DEA. Et là, je suis entré à la Société nationale des HLM comme stagiaire d'abord. Pendant 6 mois, j'ai fait un stage non rémunéré. Parce qu'il s'agissait de cela, c'était juste pour passer les vacances. Et à la fin de mon stage, M. Djeganden, qui était mon maître de stage, avait réussi un concours pour entrer au CESAC.
et la direction m'avaient proposé de prendre le poste. Et c'est là où, effectivement, j'ai commencé mes activités professionnelles à la Société nationale des HLM comme chef de la division des achats et des ventes. Ensuite, j'étais directeur commercial de la même société. Ensuite, j'étais directeur financier de la même société. Bon, il s'est passé quelque chose à la limite d'extrêmement important dans ma vie au niveau de la SNHLM. À un moment, il a fallu m'engager au plan syndical. C'était en son temps un syndicat qui naissait au Sénégal, qu'on appelait l'UNSAS, de Madame Bossok. Et nous étions des cadres qui, quand même, militions pour le pluralisme syndical au Sénégal. Parce qu'il y avait en son temps, il y avait ce qu'on appelait l'unité simplement du point de vue syndical avec le centralisme démocratique et avec la CNTS. Bon, malheureusement pour moi, pour avoir signé la pétition pour installer l'UNSAS au niveau de ma structure, ma direction a estimé que c'était un acte de déloyauté et m'avait un peu démis de mes fonctions. C'est là où j'ai fait un concours pour aller à l'Université internationale Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie. C'est l'université de la francophonie qui forme donc des cadres supérieurs à un bac plus 6. Voilà, il faut donc, pour entrer dans cette université, il faut au moins avoir un bac plus 4 et avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle et faire un concours dans le cadre de la francophonie. Et c'est là où je suis allé à l'université d'Alexandrie, où j'ai eu effectivement le départ. C'est un DEA professionnel, diplôme d'études professionnelles approfondies, mais en institution financière. C'est toute la problématique de la finance de marché et de tout ce qui est institution financière, institution bancaire. À mon retour, j'ai fait un prêt à la SNHLM. Je suis retourné là-bas avant d'être recruté par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Il avait lancé un appel à candidature pour recruter son secrétaire général. J'avais postulé et j'ai été effectivement, justement, recruté comme secrétaire général de la Chambre de commerce de Dakar. Pour le reste, je crois que vous en avez parlé, j'ai fait la Chambre de commerce de Kaolack pour aider le président Serigne Mboup a lancé la chambre de Kaolack. Parce que bon, c'est un industriel, un capitaine d'industrie qui a gagné la chambre de Kaolack, mais qui est à Dakar. Il lui fallait avoir de la ressource humaine compétente pour l'aider à faire décoller sa chambre. Il m'avait demandé de venir avec lui. Et j'ai effectivement accepté à une condition. La condition, c'était que, oui, ok, je vais à Kaolack, mais qu'il devait effectivement souffrir d'avoir un secrétaire général qui gardera aussi sa casquette politique qui n'était pas en son temps la casquette du pouvoir qui était en place. Il avait accepté que je vienne tout en continuant mes activités politiques. C'était pas facile. Et après, la suite, vous savez, c'est de Kaolack en tant que secrétaire général. Après, donc, l'alternance de 2012, que j'ai été nommé directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar. J'ai fait 2 ans au Centre des œuvres universitaires de Dakar avant d'être nommé ministre du Tourisme et des Transports aériens. Je taquine beaucoup la pédagogie, hein. Donc, comme beaucoup de cadres, j'ai fait aussi beaucoup de kharmata. Le soir, j'allais quand même un peu enseigner. J'ai été comme à faire l'ensemble de ces curricula de submanagement. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux. Le submanagement du IGTECOM, c'est moi-même qui l'ai monté en observant le directeur des programmes. J'ai beaucoup enseigné dans quelques écoles de la place. Je suis donc marié et père de 5 garçons. Et je n'ai que des garçons, je n'ai pas de filles. J'aimerais bien avoir une fille. Et monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, l'entrepreneur. Oui, l'entrepreneur, oui, parce que j'ai eu effectivement à faire de la création d'entreprise. J'ai donc créé l'Institut international de commerce et de finance, qui est donc une structure qui intervient un peu dans la formation des métiers du commerce et des métiers de la finance, qui forme jusqu'au Master 2. Donc, cet institut-là est toujours effectivement en place. J'ai aussi effectivement en son temps, avant donc IICF, se trouvait dans un premier temps au niveau de Sacré-Cœur, vers la boulangerie jaune, qui est maintenant sur Mafra. Bien avant ça, je suis membre fondateur de l'ONG Aprosar.
ONG qui travaille beaucoup dans tout ce qui est donc assistance sociale et donc case de santé, etc. Donc je le fais avec mon père qui aime bien effectivement le développement. Et j'ai mis en place aussi un petit cabinet qu'on appelait ADS Consulting. Et j'ai beaucoup travaillé dans l'encadrement et l'assistance comptable en son temps. Hein. Donc en plus de cela aussi, bon, je suis membre et un produit du mouvement Nawetan. Jusqu'à l'année dernière, j'étais président d'ASC. Mais mes charges maintenant ne me permettent plus de rester effectivement dans le monde du mouvement Nawetan parce que désormais, je dois être à équidistance de toutes les équipes. Je ne suis plus effectivement dans Applied USAD ASC Ngaparou. Et finalement, je suis maintenant porteur du maillot de Yoff en général. Et rester président de l'ASC Ngaparou à Yoff me pose problème dans mes relations avec les autres quartiers. C'est pourquoi j'ai décidé de l'ASC pour devenir un Yoffois au lieu de rester un Ngaparou. Monsieur le ministre, bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais poser une petite question. C'est de savoir ce que représente votre grand-mère pour vous. On sait que c'est elle qui vous a éduqué. Oui, c'est important. Hein. C'est une question difficile parce que pour moi, ma grand-mère, c'est tout. Hein. Vous avez dû faire des recherches souvent. Hein. Donc, oui, ma grand-mère, on a des rapports assez particuliers. Elle vendait du poisson. Hein. Et c'est elle qui m'a éduqué, c'est elle qui m'a vraiment élevé. Parce que ma maman m'a eu à 15 ans. Quand on a 15 ans et quand on a un enfant, généralement c'est la grand-mère qui prend en charge l'enfant. Et donc, je n'ai connu que ma grand-mère. Ma maman, je l'appelle par son prénom, je l'appelle Awa. Pour moi, c'est presque une sœur. Et donc, cela, elle a vraiment tout fait pour moi. Hein. Tout fait pour moi, mais à partir de son panier de poisson. Hein. Elle était entre la plage de Yoff et le marché de la paix. Elle vendait courageusement son poisson pour essayer donc de régler effectivement les préoccupations, les problèmes de son petit-fils. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'on va parler du thème du tourisme sénégalais. Des perspectives et politique et perspectives de développement. Dans le temps, le tourisme sénégalais était considéré comme l'une des principales motrices de l'économie, mais de nos jours, on voit que le tourisme a des problèmes. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ces problèmes? Oui, vous avez raison. Le tourisme a été quand même en son temps avec l'agriculture et la pêche l'un des maillons forts de l'économie du Sénégal. Je crois que ça aussi c'est tout à fait logique parce que dans le monde aussi, le tourisme constitue la première industrie de services au monde. Mais malheureusement, et ça vraiment, je le dis, ce n'est véritablement, ça n'a rien de politique. Je n'aimerais pas et j'aborde rarement les choses sous cet angle-là. En un moment, l'option stratégique du Sénégal, en 2000, a été de considérer que le tourisme n'est pas facteur de développement au plan social central. Et que donc, pendant les 12 dernières années, on avait considéré qu'il ne fallait pas trop mettre de l'argent dans le tourisme parce qu'on ne voyait pas son impact au plan de développement. C'est pourquoi, de 2000 à 2012, on n'a pas beaucoup quand même investi sur le tourisme. Le Sénégal a changé de ce point de vue d'option depuis 2012, considérant dans le plan Sénégal émergent que le tourisme devait être repositionné comme un secteur qui est important pour le développement du pays. Dans les 27 projets que nous avons et les 17 réformes dans le cadre de la phase prioritaire de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le tourisme en a déjà 3 ou 4. 3 plus une réforme importante. Donc, notre option dans le PSE, c'est de considérer qu'un secteur qui contribue à peu près 6-7% donc, à la création de richesses au PIB ne doit pas être relégué au second plan. Et c'est fort de cela que la politique, le plan Sénégal émergent intègre déjà une réorientation de la politique touristique.
il s'agissait déjà de renouveler l'offre touristique. Parce que pendant très longtemps, on a surfé sur des produits quand même qui ont fait leur preuve, mais qui sont devenus tout à fait déphasés. C'est les stations de Sali, de Cap Skirring, etc. Et quelque part, par rapport au tourisme urbain, ce que nous avons dans Dakar. Parce que l'essentiel des réceptifs de l'offre touristique est concentré sur Thiès, le côté Sali, un peu Dakar, et peut-être le sud. Et le Sénégal devait effectivement de renouveler son offre touristique. Pourquoi effectivement dans le PSE, il y a 3 grands projets de livraison aux environs 2016-2017 de zones touristiques intégrées. La première zone s'appelle Pointe-Sarène, une autre zone qui s'appelle Joël-Fignon, une autre zone qui s'appelle Bodjen. À ce niveau-là aussi, un travail est en train d'être fait. Sur Pointe-Sarène, on est très avancé et l'État va livrer la station déjà aménagée en fin 2016. Et nous sommes en pourparlers maintenant avec les promoteurs qui vont réaliser les hôtels. Donc le programme d'investissement et de mise en place d'une nouvelle politique par l'État est en cours. Il y a quand même des choses qui se sont passées qui font que toute notre nouvelle vision en matière de tourisme risquait véritablement d'être plombée par une conjoncture. La conjoncture, c'est quoi? C'est déjà le choc exogène de Ebola, qui en tout cas a créé une certaine peur dans les marchés, de telle sorte que les gens ne voulaient plus venir, mais aussi le contexte d'insécurité et de tout ce qui est donc terrorisme, etc. dans nos pays. Il y a tout ce contexte-là, conjugué à la vétusté de notre offre, qui faisait en fait que notre tourisme quand même commençait à avoir d'énormes difficultés. Il fallait donc pour l'État, si vraiment on est conséquent et qu'on a l'intention de repositionner le tourisme, prendre des mesures d'urgence et renforcer la perspective. C'est pourquoi, après beaucoup de réflexions, le chef de l'État a décidé lui-même de prendre en charge le leadership sur la question. Il a décidé déjà 5 mesures importantes, mais qui sont les mesures d'urgence. La première mesure qui est en vigueur au mois de mai, le 1er mai, c'est la suppression du visa. Donc la circulaire qui doit consacrer cette décision-là va sortir le 30, et le visa, effectivement, ne sera plus de rigueur. Ça permet d'ouvrir un petit peu le pays et d'aider un peu les TO à, attaquer les marchés d'urgence. Parce que quand même, quand on impose le visa, on ne peut pas décider de son voyage à une semaine. Il va falloir intégrer tout cela. Donc le visa était quand même un facteur de blocage. Même si, une certaine doctrine considère que ce n'est pas le cas. Mais nous considérons que, ne serait-ce qu'au plan psychologique et au plan effectivement de l'attractivité du pays, il ne fallait pas mettre cette contrainte. Donc le visa ne sera plus de rigueur à partir du moment. Mais les études nous avaient aussi montré que le Sénégal était la destination, ou l'une des destinations les plus chères de la sous-région. Chère du point de vue du transport aérien. Et il fallait donc tout faire pour réduire pour apporter un impact de réduction sur le billet d'avion. À ce niveau-là, nous avons effectivement décidé de supprimer les taxes, 2 taxes aéroportuaires, la taxe passager et la taxe de sûreté. Ces 2 taxes-là, les décrets sont passés en conseil des ministres tout à l'heure, je viens de les présenter et le conseil l'a adopté. Mais cela n'est pas suffisant. C'est assez insignifiant du point de vue de l'impact. Ce qui touche réellement la cherté de la destination, c'est ce qu'on appelle la surcharge carburant. Mais la surcharge carburant est facturée par les compagnies aériennes. La surcharge carburant n'est pas une taxe qui entre dans la porte de l'État, mais ce sont les compagnies aériennes qui l'ont instituée comme une taxe de péréquation. C'est-à-dire quand le baril du pétrole était excessivement cher, ils mettaient cette surtaxe-là. Mais vous savez très bien que ces dernières années, et surtout cette année-là, le baril est véritablement à son niveau le plus faible. Il fallait donc créer une péréquation inverse, soit enlever la surcharge carburant, ou bien carrément, à la limite même, subventionner le billet. Mais ce n'est pas le cas, les compagnies, quand même, sont restées dans la même logique en ne touchant pas la surcharge carburant. Et nous disons, nous, que pour impacter le billet d'avion, il faut quand même demander aux compagnies aériennes de supprimer ou de réduire de moitié la surcharge carburant. À ce niveau-là, la surcharge carburant va jusqu'à 150 000, des fois 200 000 francs sur le billet. Et c'est important. Malheureusement pour nous, les représentations des compagnies aériennes qui sont au niveau de Dakar
n'ont pas effectivement la possibilité, parce qu'en termes de décision aussi, il faut aller à un niveau pertinent. Ce niveau-là de représentation n'est pas pertinent pour prendre une décision stratégique importante sur le pays. Et à partir donc du 19, j'ai un tour de table au niveau des différentes compagnies pour leur demander véritablement d'accepter cette politique de réduction de l'État, ou en tout cas d'apporter leur contribution. Mais je crois que si les compagnies les plus importantes acceptent, déjà, les autres vont suivre. Nous avons d'abord rencontré Air France, nous avons déjà carré avec Corsair, nous allons effectivement rencontrer Turkish, etc. Si les compagnies les plus, en tout cas, si les leaders donc acceptent, les autres vont suivre et normalement, ça ne devrait pas poser de problème parce que la structure qui fédère les représentants déjà a envoyé un signal fort à leur direction en termes donc de contribution à l'effort national de promotion du tourisme. Parce qu'ils devraient à ce moment-là gagner sur les économies d'échelle. Les impacts de biais, mais ça va avoir un impact effectivement sur le volume du trafic. Et à partir de ce moment-là, les compagnies pourraient effectivement donc amortir cette perte sur le prix du terre par une compensation sur les échelles. Autre aspect aussi pour finir par rapport aux mesures d'urgence, c'est que tout cela, c'est une très bonne chose, mais il faut faire connaître la destination Sénégal. Si les gens ne font pas de promotion, mais écoute, ça ne sert à rien. On a beau supprimer le visa, réduire les taxes, etc., mais il faut absolument que sur les marchés, le Sénégal soit présent. Il faut donc augmenter notre agressivité commerciale. L'Agence sénégalaise de promotion touristique a été dotée en conséquence d'un montant à peu près de 5 milliards en perspective pour être véritablement présent sur le marché. Les réceptifs sont vieux, il faut mettre à niveau. Parce que quand même, si vous entrez dans une chambre d'hôtel, maintenant, les gens cherchent quand même un certain niveau de confort. Si maintenant, nous, on reste véritablement dans des schémas assez vétustes, ça pose problème. Mais pour permettre au secteur privé de rénover et de donner une offre, j'allais dire, moderne, il faut qu'il y ait un financement adéquat. Pourquoi on a mis en place, dans le paquet des mesures, ce qu'on appelle un crédit hôtelier. 5 milliards installés au niveau des banques pour demander aux porteurs de projets hôteliers de venir effectivement dans le cadre de ce crédit hôtelier-là pour emprunter. Là, dès la semaine prochaine, le mécanisme opératoire de l'utilisation de ce fonds sera effectivement connu et nous demandons effectivement aux promoteurs de bien vouloir utiliser ce fonds qui peut être un fonds de rénovation mais qui peut être aussi un fonds de lancement de projets nouveaux. Ça me paraît important. Donc vous voyez que nous sommes effectivement convaincus que le tourisme est un élément important de notre stratégie de développement économique du pays. C'est pourquoi l'État effectivement fait tous ces efforts. Ces efforts dans l'immédiat auront un impact au plan budgétaire sur les agences, sur les ADES, l'agence des aéroports du Sénégal, sur l'ANACIM, sur la haute autorité de l'aéroport, parce que ce sont les agences qui collectaient ces taxes. Maintenant, il y aura un manque à gagner certain. Ce manque à gagner sera supporté directement par le budget de l'État. Mais c'est le prix à payer pour relancer le secteur. Vous voyez donc que ça nous paraît extrêmement important. À côté de cela, nous avons quand même des partenaires techniques et financiers qui estiment qu'il faut accompagner l'effort du Sénégal. C'est pourquoi la Banque mondiale nous accompagne au niveau du traitement de l'érosion côtière du Sénégal. Aujourd'hui, nous savons que notre tourisme, notre balnéaire a des problèmes parce que les plages sont complètement embouffées par l'érosion côtière. Vous allez à Sali, mais il y a un problème au-delà de Sali. Donc on a un programme avec la Banque mondiale pour régler effectivement tous ces dysfonctionnements de la nature, bien entendu. Mais aussi, si nous mettons en place les infrastructures, on fait de la promotion, on donne le financement pour permettre aux réceptifs de se rénover. On rend la destination moins chère en termes donc de billets d'avion, etc. Le client n'est fidélisé que par une ressource humaine compétente. Donc sinon, le client il vient, mais il ne revient pas. Le taux de retour est extrêmement faible parce que, malheureusement, le cadre peut peut-être faire défaut, mais au-delà du cadre, il y a la prise en charge par une ressource humaine compétente de la satisfaction client. À ce niveau-là, bon, nous travaillons sur le cluster tourisme présentement.
doit mettre en place tout un dispositif de formation pour prendre en charge la formation de ressources humaines compétentes qui comprennent que le touriste est un client. Il faut non seulement donc l'attirer, mais il faut faire en sorte qu'il revienne et qu'il fasse revenir les gens. Donc voilà fondamentalement ce que je pouvais dire de manière très ramassée. C'est un secteur important, nous y croyons, en tout cas on se bat pour cela. Et le Sénégal est l'un des rares pays à avoir corrélé tourisme et transport aérien. Parce que moi je suis le ministre du tourisme et des transports aériens. Dans beaucoup de pays, on a tourisme et artisanat, tourisme et culture, etc. C'est des choix stratégiques. Et le Sénégal considère que, bon, dans sa stratégie de développement, nous devons être un hub sous-régional en matière de transport aérien. Et tout cela, c'est pour attirer les flux touristiques dans notre pays. C'est une expérience très rare. Nous sommes invités d'ailleurs par l'OMT pour présenter notre expérience spécifique au Sénégal, parce que dans les autres pays, ce n'est pas cette combinaison stratégique qui est utilisée. Voilà donc ce que je voulais dire. Voilà. Monsieur le ministre, et concernant l'avancée de la mer, quelles sont les mesures à prendre? Oui, je disais tout à l'heure que c'est une question importante. Nous avons, dans le cadre de notre coopération avec la Banque mondiale, un très grand projet. Un très grand projet pour réparer nos côtes. Si j'ose quand même m'exprimer ainsi. La Banque fait l'étude globale, mais intervient de manière directe en termes de travaux sur Saly seulement. Mais une étude globale sera disponible pour tout le Sénégal. Et à partir de ce moment, nous pouvons utiliser cette étude pour aller chercher d'autres partenaires pour intervenir dans les autres zones. Je disais que le tourisme est un secteur transversal, mais c'est un secteur qui subit généralement les conséquences des autres secteurs. Fondamentalement, sur les régions côtières, on peut croire a priori que c'est le ministère de l'Environnement, mon collègue de l'Environnement, qui est intéressé. C'est vrai, lui qui est directement intéressé. Mais les impacts, en termes donc de conséquences, vont quand même toucher le secteur du tourisme. C'est pourquoi le projet de la Banque mondiale est plus porté par le tourisme que par le ministère de l'Environnement. Mais dans sa stratégie aussi de protection des côtes, le ministère de l'Environnement aussi est en train de travailler sur l'installation donc, au niveau de certaines côtes, notamment à Saly, d'un dispositif d'équipement qui permet un peu de stopper les régions côtières. Mais jusque-là, on n'a pas beaucoup de résultats de ce point de vue. Je crois que le projet qui va nous sortir des difficultés, c'est ce grand projet que j'ai noté tout à l'heure, et qui est presque dans sa phase terminale du point de vue des études, et qui va bientôt, en tout cas, démarrer sur les travaux à Saly. Et le document nous permettra effectivement d'aller à la recherche de notre partenariat sur les autres zones. Concernant toujours la promotion de la destination, est-ce que aussi vous avez pensé aux ambassades, aux consulats qui sont à l'extérieur de la destination? Est-ce que le ministère pense au niveau des ambassades, des consulats, pour davantage participer à cette promotion au niveau international? Oui, évidemment. Il faut déjà, par rapport à la promotion, rappeler qu'il y avait effectivement une agence qui s'appelait l'Agence nationale de promotion touristique. Actuellement, il y a une nouvelle agence, l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Ces deux agences qui s'occupent de promotion, mais la différence est que cette agence-là a désormais un contrat de performance avec l'État, en termes donc d'efficacité de son travail. La promotion par une agence sénégalaise est importante, mais l'une des promotions qui est quand même aussi extrêmement importante, c'est la promotion par les missions diplomatiques. Parce que quand quelqu'un vient dans un pays étranger, très souvent, il fait beaucoup confiance au site de son ambassade. Et quand on voit par exemple le conseil aux voyageurs de l'ambassade de France, c'est utilisé. Et les gens regardent. Quand le Sénégal est estampillé rouge, évidemment, les gens craignent et ne viennent pas. C'est pourquoi il est extrêmement important pour nous de regarder aussi le traitement de l'information au niveau des sites des ambassades. Il est important aussi de demander aux tour opérateurs de travailler aussi sur la promotion touristique de la destination, parce que c'est eux qui vendent en réalité la destination, et puisqu'ils vendent la destination, c'est important qu'on soit en phase avec eux pour leur donner l'information pertinente sur les produits touristiques du Sénégal. Il y a lieu aussi d'utiliser notre diplomatie
que ce ne soit pas simplement une diplomatie protocolaire, que ce soit une véritable diplomatie économique. Une diplomatie économique. C'est pourquoi nous voulons, dès le mois prochain, réouvrir nos bureaux de tourisme à Paris et à New York pour développer effectivement donc la promotion touristique au niveau même de ces pays. Parce qu'avant, il y avait des bureaux touristiques un peu partout. Avec les restrictions budgétaires, on est revenu effectivement juste à une concentration de la diplomatie économique au niveau des ambassades. Mais là, quand même, sur le marché français et sur le marché américain, nous croyons qu'il va falloir spécifier et installer de véritables bureaux économiques. Donc, vous voyez que la promotion, c'est l'affaire de tout le monde. Il y a aussi une promotion qui est une promotion endogène, une promotion à notre niveau. Parce que la promotion, c'est le comportement de nous tous. C'est véritablement le comportement des Sénégalais, c'est la sécurité dans le pays, c'est la salubrité. Quand c'est sale, quand il y a des talibés partout au niveau des sites touristiques, quand il y a effectivement donc de l'insécurité, des agressions, mais évidemment les touristes effectivement ne sont pas dans un environnement propice. C'est aussi de la promotion, c'est aussi faire découvrir le pays par les Sénégalais. Pour que ces Sénégalais-là puissent être des prescripteurs. J'ai bien aimé donc ce matin que le 5e anniversaire de l'émission Kékéliba a été effectivement fait sous le label de la promotion touristique en Casamance. C'est aussi de la promotion. Donc la promotion est extrêmement importante. Est-ce que aussi on peut s'attendre à, par exemple, des festivals, je veux dire le tourisme culturaliste, organiser des festivals touristiques pour davantage attirer les touristes, organiser pourquoi pas des mbapat et tout, parce qu'on sait que les Européens aiment beaucoup plus ça. Cela peut être intéressant. Oui, mais bien sûr, le tourisme a besoin de produits d'appel. A besoin d'événements de niveau international pour attirer du monde. Les 6 heures de Dakar, par exemple, c'était un événement extrêmement connu, qui était même qui attirait énormément de visiteurs au Sénégal. Il est quand même triste de reconnaître que on n'a plus de très grands événements de dimension mondiale. C'est pourquoi, avec mon collègue de la culture et mon collègue du sport, nous travaillons sur la validation d'un calendrier culturel et touristique pour travailler sur des concepts, quelques événements qui vont nous permettre de positionner le Sénégal et de faire en sorte que le label Sénégal en matière de promotion de la destination soit très connu. Oui, tout à fait. Nous avons besoin de très grands événements. Le Festival Jazz de Saint-Louis, par exemple, c'est extrêmement important en termes de d'appel. Il faut quelque chose au niveau du Sud, au niveau de Dakar. Hein. Il y aura le mois prochain le Festival des peuples de l'eau, hein, qui va réunir presque toutes les cultures qui gravitent autour de l'océan. Et il me semble quand même aujourd'hui que c'est essentiel que, au-delà de l'hôtellerie, parce que le tourisme, ce n'est pas seulement l'hôtellerie, ce n'est même pas l'hôtellerie. L'hôtellerie, si c'était simplement les hôtels, les gens ne viendraient pas, resteraient effectivement chez eux. Donc il y a des hôtels 10 fois plus luxueux. Mais c'est aussi de la découverte. C'est en tout cas beaucoup de comment dire, c'est un potentiel culturel et naturel qui fait effectivement un grand pays de tourisme. Monsieur le ministre, comment l'aéroport Blaise Diagne peut avoir un impact sur le tourisme, selon vous? Oui, le premier impact, c'est l'impact déjà du trafic. Faire en sorte que déjà que les compagnies aériennes soient dans un environnement aéroportuaire moderne. Ça encourage déjà les compagnies à venir chez nous, soit d'avenir directement parce que c'est le point d'arrivée, mais ou bien faire simplement un point d'arrêt avant de repartir. Donc c'est le trafic qui finalement crée le voyage. Autre élément important, c'est l'aéroport, c'est le premier contact avec le visiteur. Très souvent, les gens peuvent arriver à l'aéroport de Dakar, le niveau d'accueil, l'encombrement, etc., fait en sorte qu'à des fois, ce n'est pas du tout évident. Autre élément essentiel pour l'aéroport international de Diagne, c'est avec cet aéroport, Dakar sera une plateforme très compétitive. Donc, parce qu'il y a une très grande compétition
il faut le reconnaître, entre la plateforme de Dakar, la plateforme d'Abidjan et un peu le Ghana. Hein. Et à ce niveau-là, je crois que l'aéroport international Blaise va donner à notre pays, aussi bien au plan touristique qu'à un autre niveau, au plan économique global, des avantages concurrentiels. On va un peu passer à M. Abdoulaye Diouf Sarr, maire de Yoff. On sait que vous entretenez d'excellentes relations avec la population yoffoise, mais avec votre emploi du temps un peu chargé de ministre, pensez-vous pouvoir remplir vos fonctions de maire? Oui, c'est une question d'organisation. Une question d'organisation et de méthode. On peut être maire seulement et ne pas pouvoir remplir ses fonctions de maire. On peut être maire et autre chose, et avec des outils, avec une bonne organisation, avec un engagement, on peut quand même réussir énormément de choses. Il me semble que les maires qui ont le plus réussi leur politique, ce sont les maires qui ont été aussi à la fois ministres, mais aussi présidents de conseil ou président de communauté urbaine, et en même temps président de l'association des maires. Je pense à notre ancien leader qui a fait énormément de choses en ayant effectivement en son temps beaucoup de charges. La vie est une question d'organisation, de méthode et d'engagement. C'est mon point de vue. Je vais maintenant passer la parole au public. Monsieur le ministre, merci Vive One Project de cette énième édition qui est quand même une très bonne initiative qui permet que nous, en tant qu'acteurs, qu'on puisse rencontrer notre ministre. Bon, et aussi le ministre qui se met à disposition d'être en face de nous en tant qu'acteurs. Bon, moi je pense que cet événement est un petit peu une causerie, donc ça ne doit pas être tendu, ça doit être étendu. Encore, pour moi, c'est un plaisir de rencontrer pour la première fois mon ministre de tutelle. Alors, je vais me présenter, je suis Doudou Niania Diop, donc le président d'Onyx. Je suis investisseur et j'évolue dans le cadre du tourisme durable. Celui qui s'occupe de l'environnement, du social et de l'économie. Et je vais commencer aussi par féliciter notre ministre de tutelle de cette loi qui vient de tomber sur les déchets solides, sur les plastiques. Quand même, ça fait pas mal d'années, c'était le premier obstacle de développement de notre secteur. Vraiment, cette loi, c'est la bienvenue. Bon, ensuite, je félicite aussi sur le plan stratégique de développement du tourisme. Moi, j'ai assisté un peu aux restitutions de Sali. De diviser le Sénégal en 6 pôles, c'est une très bonne chose parce que avant, comment on présentait le Sénégal, c'était pas possible de le vendre dans sa globalité puisque les localités n'ont pas les mêmes spécificités. Bon, donc en fait, c'est une contribution, mais pour aller aux questions simplement, moi je pense aussi que ce qui bloque notre secteur, monsieur le ministre, il y a ce problème de centralisation du secteur. Partout où le tourisme a fonctionné, parce que ça a été décentralisé pour donner plus de flexibilité, de visibilité et d'accessibilité des zones. Prenons le cas du Maroc, par exemple, parce que souvent on donne les exemples sur les pays, mais bon, ils ont décentralisé le secteur. Je crois que le plan d'émergence Sénégal doit tenir compte de cet aspect, surtout que maintenant on a l'opportunité de vivre l'acte 3 de la décentralisation. Nous, petits producteurs, on va appeler, très franchement, on ne sent pas. On ne sent pas l'évolution des choses, on ne sait pas quel chemin prendre, même pour accéder à vous, hein, parce que nous, on est en milieu rural, par exemple. Si on veut développer globalement le pays, je crois qu'il faut déjà commencer par résoudre ces petits problèmes de personnes ressources, de personnes compétentes. J'avoue que quand
quand je suis à Joal, qui sont des stations en déclin, qu'il faut encore requalifier pour peut-être bientôt avec les 3 projets. Oui, mais je vais couper. Donc non, c'est très important. Je vous ai dit pendant 2 ans, je n'ai pas vu mon ministre. Pas en 2 secondes, s'il vous plaît. Donc moi, je pense que, monsieur le ministre, il faudrait peut-être qu'on décentralise un peu et qu'on implique un peu plus les petits producteurs qui sont à l'intérieur du pays. Parce que la frustration qui est faite dans le milieu est aussi un handicap de développement. Parce que tôt ou tard, le groupe de touristes va quitter le pôle d'attraction qui est à Saly pour aller dans la petite auberge ou dans le petit restaurant en arrière-plan. Et celui-là doit avoir les moyens pour pouvoir assurer le bon accueil pour justement garantir le taux de retour. Merci, je vous remercie. Merci, M. Diop. Bon, je remercie tout d'abord Yvonne Project pour cette belle initiative d'inviter le ministre de tutelle, M. Abdoulaye Diop Sarr. Juste pour aller très vite et éviter de monopoliser la parole, je voudrais attirer l'attention sur un certain nombre de faits et de remarques. Parce que le Sénégal aujourd'hui est dans un contexte bien précis. Et toute politique touristique ou toute initiative devrait être contextualisée. Et pour éviter de confondre la poids et l'ombre, on devrait s'armer de ce qu'on appelle business intelligence, intelligence économique. Parce que c'est très important que le Sénégal puisse savoir où est-ce qu'on devrait aller et comment y arriver. Bon, monsieur le ministre, j'ai vu que depuis votre arrivée, il y a un certain enthousiasme et une certaine petite renaissance qui s'opère un peu parce qu'on voit en vous que le leadership s'affirme. Malheureusement, à un certain niveau, ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il n'y a pas, comme l'a dit M. Diop tout de suite, une mobilisation de toutes les ressources à la base. Parce que le tourisme, c'est l'affaire des populations aussi. Quand on parle de tourisme durable, il faut que les populations puissent s'approprier la politique du gouvernement. Si la politique n'est pas d'un point autonome, c'est-à-dire de la base vers le haut, parce qu'on peut décliner des politiques, des plans de développement, mais si ce n'est pas assumé et approprié par les populations, le problème de la réussite et de la mise en œuvre va se poser. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce qu'à partir de 2015 jusqu'en 2035, parce qu'on parle du PSE, il est prévu une concertation ou bien une mobilisation des ressources humaines à la base des territoires et la base d'acte de la décentralisation, surtout des collectivités locales, parce que le tourisme n'a jamais été une compétence transférée aussi. Aujourd'hui, l'acte de la décentralisation, que je ne maîtrise pas trop, je ne sais pas si c'est une compétence que les collectivités locales pourraient traiter par elles-mêmes. Bon, donc ça c'est un premier état de fait. Le deuxième point, c'est que j'en parlais tout de suite aussi. Le Sénégal est une destination touristique authentique. Le Sénégal est unique. Le Sénégal a des atouts incontournables parce qu'il y a des études qui ont pu montrer cela. Le seul problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on avait besoin d'un certain leadership, c'est-à-dire d'une vision. Mais à partir de cette vision aussi, développer des stratégies. Parce qu'on a des pays concurrents qui nous tendent le pion, très rapidement, qu'on ne va pas citer ici. Mais ce n'est pas au niveau de la promotion seulement que ça se pose, mais c'est au niveau du rebranding, c'est-à-dire quelle est la marque. Quand on dit Sénégal, ça renvoie à quoi? Aujourd'hui, j'ai dit que la marque du Sénégal est un peu essoufflée, parce que les gens viennent et reviennent pour voir les mêmes choses. Et pour se relancer, il faudrait qu'on règle le problème de l'identité aussi. Parce qu'on a parlé de produits, de production, mais ces produits touristiques ne sont pas les mêmes partout ailleurs. Parce que les gens ne viennent pas au Sénégal pour voir ce qu'ils ont laissé chez eux. Donc la culture aussi, quand je dis les populations et les hommes, la culture doit être une ressource première, c'est la seule ressource dont on dispose. On dit à chaque fois qu'on n'a pas de pétrole, qu'on n'a pas de ressources. Voilà. Donc le deuxième point, c'est au niveau de la promotion, rapidement, parce que vous avez dit qu'il y a 2 bureaux qui vont être ouverts au niveau de Paris et de New York. Ce que je ne vois pas par ailleurs, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le dynamic package, le e-tourisme, le tourisme à travers Internet. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de marché de groupes de masse ou de tour opérateurs.
parce que les consommateurs individuellement peuvent être atteints directement. À partir de chez moi, je peux mettre mon site internet, vendre mon hôtel, mon restaurant, etc. Est-ce que le ministère du Tourisme ou bien l'ASPT a prévu une politique ardue en termes de tourisme électronique et tourisme pour que les 80% de marché d'individus qui voyagent seuls sans passer par les tour opérateurs ou les prescripteurs puissent accéder à l'information du Sénégal et venir par eux-mêmes? Donc c'est ça ma deuxième question. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vais essayer de répondre déjà à ces deux interpellations, ces deux questions. La première préoccupation, c'est plus une préoccupation de décentralisation. J'allais même dire de proximité des politiques touristiques par rapport aux acteurs. Je crois que c'est la première préoccupation. Effectivement, vous avez raison, l'État met un cadre, met un dispositif qui, en tout cas, développe la promotion et l'attractivité des marchés, mais doit effectivement le faire à un niveau pertinent, au niveau le plus proche du terrain d'intervention du tourisme. Nous ne devons pas effectivement simplement être un État qui reste sur des politiques très aériennes et qui, du point de vue de la mise en œuvre sur le terrain, on ne voit rien. Quand on parle par exemple de promotion, la promotion c'est aussi la promotion carrément sur le lieu de vente, si j'ose m'exprimer ainsi. Quand on va à Saly, on doit sentir qu'au-delà de l'activité de l'opérateur privé qui a effectivement son auberge ou son hôtel, mais il y a l'environnement créé par l'État aussi. Il y a l'incitation créée par l'État, il y a le dispositif d'information créé par l'État, il y a les mécanismes de sécurité et de confiance créés par l'État, etc. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je reviens toujours en vous disant que pendant plus de 10 ans, il n'y avait pas tout cela. Pour le recréer, pour repositionner tout cela, il faut du temps. Mais nous sommes effectivement résolus à réinstaller effectivement tout ce dispositif d'encadrement. Mais l'État n'a pas effectivement aussi une vocation de remplacer le secteur privé aussi dans ces missions. C'est pourquoi là où je disais, je taquinais un ami en lui disant que nous sommes en train, nous, de dérouler, mais il est important aussi que le secteur privé, que les acteurs, chacun en ce qui le concerne, prennent en charge aussi sa part de responsabilité. Et même les collectivités locales. Cela, ce n'est pas une compétence transférée, mais les sites touristiques sont dans les collectivités locales. Et le tourisme a un impact extrêmement important sur le développement des collectivités locales et sur l'image des collectivités locales et même sur la lutte contre la pauvreté en termes donc d'effets induits, en termes donc d'emploi indirect. Et à ce niveau-là, nous voulons effectivement travailler avec l'association des maires, le ministère des collectivités locales, pour orienter le développement local vers la promotion touristique. Et ça, je crois que nous y travaillons, ne serait-ce que sur des aspects sécurité, sur des aspects salubrité, sur des aspects aussi promotion et découverte de produits touristiques nouveaux. Autre élément important aussi à souligner, et on parle de la petite auberge, à ce niveau-là aussi, il faut reconnaître que l'acteur privé à ce niveau doit aussi respecter une certaine réglementation. Demain, par exemple, à 17h, je dois faire un tour pour, à la limite, faire une opération coup de poing sur les auberges qui n'ont aucune autorisation, qui ne respectent aucune norme, qui sont dans les conditions d'exploitation extraordinaires et qui finalement tuent le tourisme. Moi, je dis à la direction de la réglementation touristique qu'allons sur le terrain. Moi, je dirige moi-même donc la première opération, mais moi, j'aimerais quand même qu'à ce niveau-là, qu'on ne laisse pas faire. Là, c'était juste quand même une parenthèse pour vous dire que oui, la proximité, mais c'est au niveau de ces petits exploitants touristiques souvent qu'on a le plus de problèmes. Ce sont des appartements meublés qu'on ouvre par-ci, ce sont donc des villas qu'on ouvre souvent en concurrence, un secteur important, dans des conditions d'illégalité totale. Oui, vous avez raison. Il faut effectivement, une marque. C'est important. Il faut une marque, et c'est cette marque qui crée la confiance. Un pays doit avoir un label.
Un pays doit avoir un label. Et le label du pays, c'est toute une conscience collective. Si j'étais en entreprise, j'allais parler d'une culture d'entreprise qui est là et qui fait en sorte que on a confiance tout de suite. J'aime taquiner les agents de Sonatel qui se disent des Sonateliens et qui ont même cherché leur nom. Et quand on lit Sonatel, tout de suite, on voit que c'est important. Un pays aussi, c'est ça. Dans la concurrence, on doit effectivement avoir un label de confiance. Je crois, et ça c'est important, que le Sénégal a encore énormément de choses à faire à ce niveau dans sa stratégie de promotion. Il ne s'agit pas de faire une stratégie de promotion orientée sur des produits, mais il faut que l'ensemble de ces produits soient emballés par un label global Sénégal. Et quand on dit Sénégal, tout de suite, c'est la destination dans son image globale qui attire. Et après maintenant, quand on y entre, on voit un certain nombre de vitrines et un certain nombre de produits. Là, je suis d'accord, mais on y travaille. Le e-tourisme. Le e-tourisme, je termine sur ça. On finalise un atelier, le projet d'un atelier important, on appelle le Sénégal sur la toile, d'abord. Le Sénégal sur la toile, c'est de la politique, c'est comment dirais-je encore du people, c'est véritablement des choses qui n'ont rien à voir avec une destination à train. Non, il faut qu'on analyse. On a un atelier important, on appelle le Sénégal sur la toile. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on attaque donc le net, le Sénégal ne se présente pas bien. C'est des sites conseillers aux voyageurs qui nous présentent mal. C'est des sites, j'allais dire, classiques, où on parle énormément de politique et d'éléments vraiment d'une certaine généralité. Mais on voit rarement les sites quand même qui présentent le Sénégal qui quand même sont attractifs. On est en train de travailler là-dessus, mais d'abord un atelier pour faire le point du Sénégal sur la toile. Je crois même que nous allons envoyer à Given Project des invitations pour qu'on essaie un tout petit peu de contribuer ensemble à cette réflexion. Mais en plus de cette présentation commerciale des produits sur la toile, il y a effectivement toute la gestion clientèle qu'il faut effectivement donc initier. Il faut installer un plateau à ce niveau-là. Et c'est là où nous attendons l'Agence sénégalaise de promotion touristique en termes de mise en place d'outils d'interaction avec le marché. Ça c'est important et nous sommes conscients de cela. Ces outils-là, en tout cas, nous n'en avons pas en termes d'outils qui polarisent toute l'offre et qui essaient donc de matcher avec la demande. Peut-être qu'il y a quelques opérateurs privés qui ont installé à leur niveau quelques instruments de gestion de la clientèle. Je crois qu'un pays qui se respecte doit avoir véritablement un dispositif national de gestion commerciale de sa clientèle. Nous pensons à cela. Merci. Bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir à toute l'assistance. Moi j'ai eu une grosse préoccupation, c'est Sénégal Airlines. Peut-on promouvoir le tourisme sénégalais sans compagnie aérienne? Parce que là on a de gros soucis avec Sénégal Airlines. Même Ziguinchor maintenant ils sont plus capables de les servir. Tous les matins, ils sont obligés d'affréter le transfert. La solution n'est-elle pas d'ouvrir le ciel sénégalais, c'est-à-dire de libéraliser complètement, de faire comme le Ghana par exemple, ce qui va peut-être nous permettre d'avoir beaucoup plus de rentrées, ou bien qu'est-ce qu'il est prévu en fait pour Sénégal Airlines. Ma deuxième question, c'est par rapport aux 5 milliards, la mise en place du crédit hôtelier. Est-ce qu'il n'y a que les hôteliers qui sont concernés par ces 5 milliards? Est-ce que ces 5 milliards ne seront pas engloutis par les grandes structures et les petites laissées en rate? Merci. Bonjour à vous tous. Mon nom c'est Aminata Dia. Je suis étudiante en Master 1 à IICF, Institut international de commerce et de finances. Je ne dirais pas monsieur le ministre, mais monsieur mon professeur, parce que vous étiez mon professeur en première année. J'ai une question et une solution pour vous. La première question, est-ce que monsieur, vous pensez pas que la nature saisonnière du secteur touristique ne constitue pas un frein dans le processus de développement du tourisme?
La deuxième chose, j'ai une clé pour vous, une solution. Parce que samedi passé, j'ai fait une soutenance. Mon thème, c'était le tourisme sportif. Et alhamdoulilah, j'ai eu la mention bien à ICF. Voilà, c'est une clé pour la promotion du tourisme. Mademoiselle Diallo l'a dit tantôt, parce qu'on ne peut pas promouvoir le tourisme sans aller dans la base. Moi, je me dis que l'Afrique doit tourner sa propre boule. Comment l'Afrique doit tourner sa propre boule, c'est penser à la richesse linguistique, à la richesse culturelle et surtout au secteur comme la pêche sportive, la lutte traditionnelle qui pourra permettre à l'Afrique de développer, le Sénégal de développer le secteur touristique, pas seulement à se référer sur les pays concurrents parce qu'il est bien beau de construire des monuments, mais je pense qu'avant de construire des monuments, de se référer à des pays comme Paris, etc., il faut faire la promotion de nos richesses culturelles. Donc, si vous voulez, on peut avoir un rendez-vous. Je vais vous donner la solution, quoi, la clé. Merci beaucoup. S'il vous plaît. C'est les femmes qui parlent ici. Donc, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Ministre. Donc, moi, j'aurais tout juste deux questions. Parce que je me dis que c'est très beau le projet de promouvoir la destination du tourisme. Mais j'ai aussi une question, c'est par rapport au fait, est-ce que vous pensez aussi par rapport, est-ce que vous avez une stratégie par rapport au recrutement des diplômés en tourisme? Parce que je suis diplômée en tourisme et malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance de vraiment travailler dans ce domaine-là. Donc je suis son atelienne alors que j'ai un master en tourisme. Et nous sommes énormément nombreux à avoir ce problème. Je me dis que c'est bien beau comment dirais-je, de promouvoir la destination, mais ce serait encore mieux aussi de permettre aux jeunes d'aider aussi à la promotion de cette destination. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était par rapport à tous les projets que vous avez pour définir une stratégie de développement, de promotion par rapport à la destination Sénégal. Vous pensez que ça va mettre combien de temps à peu près? Parce que je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Hein? Énormément. Donc c'était par rapport, c'était ces deux inquiétudes que j'avais. Merci. Ouais, je vais peut-être répondre à ces trois intervenants. Oui, Sénégal Airlines, je crois que c'est présentement, en tout cas dans le département que je dirige, l'un des dossiers les plus difficiles, il faut le reconnaître. C'est un pavillon national, et moi je suis de ceux qui pensent que le Sénégal ne peut pas économiser l'existence d'un pavillon national. On ne va pas investir dans un aéroport aussi important que l'aéroport de Dias et ne pas avoir un véritable pavillon national qui va quand même nous aider à drainer du trafic au niveau de notre plateforme et à permettre en sorte qu'il y ait un éclatement, ne serait-ce que le ramassage au niveau de la sous-région pour que véritablement notre plateforme soit fréquentée. Le pavillon national, du point de vue stratégique, est important. Sénégal Airlines a été effectivement monté au début dans des conditions que je ne peux pas rappeler parce que ça va rassembler un petit peu de la politique, a été monté dans des conditions véritablement désastreuses. Dès la première année, une compagnie qui est montée avec un capital de 16 milliards, dès la première année, perd 21 milliards. Ça veut dire que la perte de la première année a bouffé tout le capital. Donc, dès sa première année, la compagnie, du point de vue purement financier, n'existe plus. Et bon, on a traîné cela. En 2012, nous avions effectivement une option, c'est de liquider la boîte, parce que du point de vue comptable, cette boîte-là n'existait plus, de la liquider et de créer une autre boîte. Nous n'avons effectivement pas voulu faire ça. Je me souviens encore des paroles du chef de l'État qui disait « Ouais, mais je ne peux pas accepter que le Sénégal soit un cimetière de compagnie aérienne. » Partons de l'existant et essayons maintenant de restructurer. C'est cette option-là qui a été retenue. C'est jouable. La structure actuelle est une structure privée. Sénégal Airlines est une société privée. D'ailleurs, du point de vue de la pertinence, nous nous posons la question, qu'est-ce qui justifie que l'État perfuse encore une société privée? Des finances publiques qu'on injecte de manière permanente dans une entreprise. Parce que l'État a pris la responsabilité, la décision de la restructurer, de la recapitaliser, à la limite de la reprendre. C'est ça qui justifie quand même tout cet investissement public. Oui, nous croyons que c'est jouable. Mais il faut du temps.
il faut le temps de la certification des comptes. Déjà, les comptes de 2012, 2013, 2014 n'étaient pas certifiés. Et un commissariat aux comptes, ça ne se décrète pas. C'est des travaux sur les comptes pendant un certain temps. C'est vendredi que les comptes de 2013 ont été certifiés sous réserve et en mois de juin, les comptes de 2014 seront certifiés. À partir de ce moment-là, on aura une maîtrise de la situation bilancielle de la boîte en termes donc de patrimoine. On saura, voilà le patrimoine de la boîte. Et c'est ça qui va justifier maintenant une recapitalisation. Parce qu'on ne peut pas recapitaliser sans connaître le patrimoine de la boîte. Et qu'est-ce qui va se faire? L'État va reprendre la compagnie par ce qu'on appelle le coût de l'accordéon. On va remonter toute la dette publique en haut de bilan pour permettre à l'État d'être majoritaire. Si l'État est majoritaire, l'État va pouvoir maintenant, sur la base de cette majorité-là, appeler un partenaire stratégique. On a déjà un partenaire, on en a d'ailleurs 3. Le premier partenaire d'Abu Dhabi, Falcon, nous discuterons à partir du 7 sur leur business plan. On a un autre partenaire, Turquie s'intéresse un tout petit peu, et une compagnie marocaine s'intéresse aussi au business. Mais ce partenaire-là, ça va être un partenaire stratégique à qui on ne va pas vendre la boîte, mais qui entrera dans le capital et qui va amener son expertise technique et son expertise commerciale. Donc, pour véritablement répondre à votre question, c'est jouable. Mais pendant ce temps-là, il faut quand même soutenir le temps de la recapitalisation. Présentement, les salariés n'ont pas encore payé, une exploitation qui a besoin d'un fonds de roulement pour au maintenir. Parce que quand on veut soigner un malade qui est dans le coma, on ne peut pas retirer la perfusion. Quand on retire la perfusion, quand on va découvrir effectivement le médicament, le malade sera déjà de l'autre côté. C'est pourquoi il faut maintenir, de notre point de vue, la perfusion jusqu'à ce qu'on trouve la solution de recapitalisation. Donc, c'est un calendrier. Le calendrier est en train de se poursuivre. Et normalement, aux environs du mois de juin-juillet, on aura effectivement un schéma clair de recapitalisation et de redressement. Pendant ce temps-là, il faut soulager les salariés, il faut gérer le plan social, il faut financer l'exploitation du moment, etc. Ce qui sera difficile, mais l'État sera obligé d'accompagner ce processus. Oui, faut-il ouvrir le ciel? Je crois que c'est une option stratégique. C'est une option stratégique en libéral, pas pur et dur, mais dans une logique purement libérale. Moi, je crois qu'il ne faut pas installer trop de barrières dans le jeu économique. Oui, l'ouverture du ciel peut être en tout cas très favorable pour le secteur du tourisme. Mais est-ce que nous sommes prêts au plan de la gestion de nos structures au plan national? Est-ce que nous sommes prêts à nous ouvrir? Je crois quand même, bon, c'est vrai, l'État a aussi la responsabilité de protéger aussi son économie quelque part. Nous ne sommes pas des protectionnistes purs et durs, mais quelque part aussi, nous devons effectivement sauvegarder un peu notre tissu économique. Préparons cette ouverture au fur et à mesure. À terme, je crois qu'on ne peut pas ne pas y arriver. Mais il faut que cela se prépare au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'on soit prêt pour entrer dans une compétition très ouverte. Mais préparons d'abord nos équipes avant d'aller en compétition. Mais sur le principe, au plan purement économique, je ne suis pas donc contre l'ouverture des frontières, l'ouverture du ciel. Oui, la saisonnalité peut poser problème, mais quand on gère une affaire aussi, on doit gérer un portefeuille de produits. On doit gérer un portefeuille de produits. Ça me fait plaisir de retrouver un ancien étudiant ministère. Et ça me fait plaisir aussi de parler de gestion de portefeuille. On doit gérer un portefeuille de produits. Un État, un secteur doit gérer un portefeuille de produits. On a le tourisme des affaires. Et là, nous avons effectivement lancé le complexe Diamniadio. On ne va pas y faire la francophonie et fermer ce complexe. On fait la francophonie, après on fait la promotion pour attirer le maximum de conférences. Ici à Dakar, à partir de ce moment-là, c'est le tourisme urbain, le tourisme des affaires qui va se développer. Quand arrivera le moment de la chasse, c'est toute la problématique du tourisme synergétique qu'il faut effectivement développer et on gère un portefeuille en
en fonction des saisons. Mais la saisonnalité n'est pas... La saisonnalité est dangereuse dans une situation de monoproduit. Et je crois que nous devons travailler à avoir effectivement une gamme de produits assez large dans le cadre de la gestion d'un portefeuille. Mais c'est encore une fois de la stratégie dans le cadre de nos politiques et nous y travaillons très sérieusement. Oui, je me rapprochais de vous pour avoir la clé de votre proposition. Mais nous ne sommes pas seulement dans le tourisme des grandes stations ou des grands hôtels. Nous avons dans le PSE ce qu'on appelle l'écotourisme, extrêmement important. Et nous avons mis cette année dans le PSI 300 millions pour installer dans des zones, surtout dans les zones à potentiel culturel important, pour installer ce qu'on appelle des incubateurs touristiques. Au niveau du ministère, devait sélectionner dans chaque région des incubateurs. Et des jeunes entrepreneurs qu'on va appuyer, qu'on va encadrer, qu'on va encourager pour déjà donc développer donc, le microtourisme. Le microtourisme repose fondamentalement sur le potentiel socio-culturel de nos localités. Nous en sommes très conscients aussi. Je disais tantôt effectivement que il me semble que si des pays comme le Maroc ont réussi leur politique touristique parce qu'ils ont beaucoup misé sur les ressources humaines, je crois que le tourisme est devenu effectivement ou est un secteur où il ne doit pas y avoir de tâtonnement. Il faut vraiment être professionnel pour intervenir dans le secteur. Et malheureusement, pendant très longtemps, ça a été un secteur où on n'y amenait pas les professionnels, malheureusement. On formait les gens sur le tas. Je crois que c'est la professionnalisation qu'il faut, à mon avis, promouvoir à ce niveau. Et dans nos politiques, nous sommes en train d'aller vers ça. Le cluster tourisme est mis en place pour déjà repenser la problématique de la formation dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas l'État. L'État encadre, oriente, développe des politiques, communique, etc. Mais c'est le secteur privé qui emploie. Et c'est à ce niveau-là que moi je dis, bon, chacun doit jouer sa partition. Le secteur privé a une très lourde responsabilité parce que c'est le secteur privé qui, en tout cas, met en œuvre, en tout cas, la gestion les spécialistes des touristes, c'est le secteur privé. Moi, en tant que ministre, je peux être le spécialiste du tourisme. Mais le spécialiste du touriste, c'est effectivement donc, c'est ce qui contacte le tourisme en termes donc d'offres directes. Moi, je leur demande de professionnaliser effectivement à ce niveau-là. Nous accompagnerons, nous pousserons. Nous allons d'ailleurs dans le cluster tourisme mettre en place une base de données de tout le potentiel RH qu'on dispose de notre pays sur les métiers de tourisme. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est ça effectivement la différence. Le Maroc a beaucoup travaillé sur la spécialisation à ce niveau-là. Même le portier au niveau de l'hôtel, quelqu'un effectivement qui est formé de manière permanente à accueillir, qui est formé effectivement à comment dire, satisfaire son Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Mbahan Fadl, je suis consultant en management par la qualité. Je suis un ancien des RAFIC, j'ai été directeur des relations extérieures et de la qualité de service en Afrique. Et je suis appelé d'un titre interprété par le sujet parce que par ailleurs je suis aussi torréfacteur et je distribue du café à l'ensemble des professionnels du tourisme à Saly. Et je me rends compte à quel point on a touché le fond parce que je suis presque passé au 5e du chiffre d'affaires par rapport à ce que je faisais il y a quelques années. On a fait le tour du point, on a soulevé tous les points. Le tourisme est une qualité globale. Et vous avez raison tout à l'heure, si je reprends le dernier point par lequel vous avez commencé, la qualité du service doit être globale et totale. De l'officier de police qui est à service d'immigration jusqu'au gardien du réceptif et tout doit être parfait. Vous arrivez à Londres, le policier a honte même d'ouvrir votre passeport, il dit « Bienvenue à Londres ». Et quand vous aurez fini vos formalités, il vous dira, avec un terme tout à fait courtois et élégant qu'on connaît aux Anglais, passez un bon séjour en Angleterre. On a eu beau avoir les meilleures plages du monde, le meilleur climat et tout cela, mais si nous n'avons pas la qualité de service, si l'accueil ne suit pas, rien ne suivra cela. Alors donc, vous aurez peut-être beaucoup à faire avec tout cela.
il faudrait peut-être agir d'une manière globale et parallèle. Et vous avez dit que vous avez mis en place un processus de formation professionnelle, ça c'est important. Si je suppose que vous faites du benchmarking, si vous voyez sur nos concurrents, parce que tout de même nos concurrents, le Maghreb est très proche de l'Europe. Globalement, ils viennent globalement de quantité, le tourisme vient de l'Europe. Ils ont le choix très souvent. Le coût, il y a plus de facteurs, il y a beaucoup de facteurs influents, le coût certainement. Et même la cuisine, hein, si vous demandez en français s'il a passé de bonnes vacances, il vous dira oui, j'ai bien mangé. Donc, vous voyez, chacun a son choix. Donc, ça doit être tout à fait global. Chaque touriste doit s'y retrouver dans ce qu'il doit attendre de notre politique. Donc, enfin, vous avez de la ressource ici. Si on parle de Sénégal Airlines, Air Afrique a laissé un potentiel de haut niveau à tous les niveaux du transport aérien. On a été frustré de voir qu'on est allé chercher n'importe qui pour utiliser le Sénégal Airlines. On ne s'est pas étonné que ce soit tombé, ça c'est certain. De tous les États membres d'Air Afrique, le Sénégal a été le seul, au pied levé, au lendemain de sa liquidation, de mettre en place une compagnie performante avec l'ensemble des ressources nécessaires. 2 des Airbus d'Air Afrique ont terminé leur rotation à Dakar, prêts à voler. Sachez, c'est pas, peut-être que vous le savez, ces avions ont été vendus à la casse. C'est catastrophique. Et on a ici tout le potentiel humain au pied levé du niveau de la structure SCOBA pour mettre en place du personnel pour travailler en compagnie. Alors je m'étonne parfois qu'on aille chercher ailleurs ce qu'on a déjà sur la place. Mais voilà, enfin les gens ont déjà tout dit. Si le touriste va sortir d'ici... en Angleterre, après le police, le douanier fera montre de temps courtoisie, le taxi va continuer la chaîne de l'amabilité. Il a déjà 3 très bonnes impressions. Mais ici, le policier est gracieux, le banquier, le douanier va vous chercher les puces la tête. Au sortir, vous êtes assaillis par les bateaux, les vendeurs de monnaie, les vendeurs de cartes, de tout cela, ça laisse une mauvaise impression. Il y a beaucoup à faire. Je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà, donc bonjour monsieur le ministre. Moi je m'appelle Léla Madior-Diouf. Je suis médecin de formation et patronne de presse. J'ai beaucoup de stations de radio au Sénégal et j'ai stations touristiques. Une à Saly et une à Sima. Sima c'est à côté de Fimela. Tu installé également une station à Moutier. Voilà, donc en parcourant le Sénégal, j'ai découvert que le Sénégal est un excellent pays, un très beau pays. Vous avez un département très intéressant. Je ne vais pas poser de questions, par contre je vais apporter beaucoup de contributions. Donc, voilà. Votre département, moi je pense que votre département doit mettre en place impérativement un site internet pour vendre la destination Sénégal correctement. Un excellent site qui va mettre en valeur tous les endroits magnifiques de ce pays. C'est pas seulement Saly, c'est pas seulement Mbodjen. Il y a les îles du Saloum magnifiques, mais malheureusement qui sont enclavées. Il y a Kédougou avec Guindifelo, les frontières, Matam. C'est des sites magnifiques. Le Sine, le Saloum. On m'a dit récemment que Diourbel était une île, vous imaginez. Voilà, donc la deuxième contribution, c'est le président de la République vient de prendre des mesures urgentes pour la Casamance, c'est très bien. Mais vous avez dit tout à l'heure une phrase très importante, les touristes viennent mais ils ne reviennent pas. Mais pourquoi ils ne reviennent pas? Parce qu'ils se sentent en prison au Sénégal. En prison. Voilà un touriste qui vient au Sénégal et qui est complètement déconnecté de l'Internet à l'intérieur du Sénégal. Même moi, quand je suis à l'intérieur du Sénégal, je ne peux pas faire mes émissions à distance. La 4G n'existe pas au Sénégal. Donc, on vient des États-Unis, où on travaille avec une aisance, et on fait nos émissions à distance rapidement, mais dès qu'on débarque à Dakar, c'est à Dakar qu'on peut, et à peine, il n'y a pas de 10 mégas à Sacré-Cœur 3, comment on peut avoir donc 4G à Guindifelo, bien à Tateguine, à Saly. On souffre à Saly, on ne peut même pas se connecter. Vous imaginez,
Je vois des touristes qui sortent de leur chambre avec leur tablette pour chercher une connexion pour pouvoir parler via Skype ou bien Viber. C'est pas normal. Donc, parmi les mesures urgentes, le président a complètement oublié l'Internet. Complètement. La RDP doit sanctionner la Sonatel. Je vois qu'il y a une Sonatelienne dans la salle qui est en train d'arnaquer carrément le Sénégal. Ils ne mettent même pas l'équipement qu'il faut dans les régions pendant qu'ils sont en train de ramasser des milliards de bénéfices. C'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, le troisième conseil, donc c'est voilà, les stations balnéaires de Saly. Il y a la station de Pointe-Sarène qui est en train de bouger correctement, mais on ne veut pas vendre notre station de Pointe-Sarène à des étrangers. On est en train de déguerpir les Sénégalais qui ont leur terre et au profit d'étrangers. On me parle d'Espagnols, on me parle des gens d'Afrique du Sud qui vont venir complètement acheter notre station de Pointe-Sarène magnifique. Moi, je pense quand même qu'il y a des choses urgentes également à faire pour au moins donner des terres, des parcelles aux habitants de Mbodiène qui ont des campements pas illégaux. Il faut les renforcer. Le crédit immobilier hôtelier est là. Il faut les renforcer. C'est des personnes très courageuses qui sont en train de se battre et qui reçoivent beaucoup de clientèle, mais qui ne les revoient pas parce que tout simplement il n'y a pas de connexion Internet. Voilà, donc pour ne pas accaparer la parole, tout le monde a parlé de pratiquement la même chose, mais personne n'a parlé des lagunes. Des lagunes d'eau douce et des lagunes d'eau de mer. Mais le Sénégal regorge de lagunes d'eau douce. Ma nouvelle passion ces temps-ci, c'est comment faire pour faire revivre les lagunes d'eau douce et d'eau de mer. On parle de l'avancée de la mer, mais c'est dû à ces blocages parce que les lagunes, l'eau n'entre pas là où elle entrait. Il suffit de courir des lagunes, de Nayan, de Mbodiène. Les gens ne connaissent même pas la lagune de Mbodiène, c'est extrêmement magnifique. C'est une lagune pleine de crabes, magnifique. Donc il y a plein de lagunes en Casamance, plein de lagunes, le Sine part jusqu'à Mbaké, partez jusqu'à Mbaké. Diourbel, c'est une île, donc les gens ne le savent même pas. Donc c'est devenu carrément très sèche parce que tout simplement, donc on n'a pas curé. Énormément de choses à faire pour qu'il y ait de l'eau partout. Et ça va créer beaucoup d'emplois. Les lagunes, tout le monde rêve d'avoir une maison en bordure de mer, en bordure de lagune. Ça va créer des hôtels, on pourra faire des hôtels en bordure de lagune, des campements, des restaurants. Donc ça, c'est extrêmement important. Actuellement, je suis en train de faire le tour des maires, des collectivités, il y en a 602. Partout où je passe, tout le monde est prenant. Il faut faire revivre les lagunes et ça va faire venir les touristes. Pour que les touristes reviennent, il faut d'abord régler l'histoire de l'Internet. Tant qu'on ne réglera pas le problème de l'Internet, les touristes ne vont pas revenir au Sénégal parce qu'on a envie tout cela de travailler à distance. Voilà, donc je ne vais pas accaparer la parole. Alors, merci beaucoup. On aimerait bien donner la parole à tout le monde, mais là, il est bientôt 20h et le ministre a aussi des engagements. On va juste lui laisser le soin de dire son dernier mot. Par la suite, il va signer un livre d'or de Give One Project. Et comme le Sénégal aussi est un pays de la Teranga, Give One aussi est une ONG de la Teranga. Il va recevoir un trophée des mains de notre président fondateur, M. Tchomnia, ici présent. Donc je vais demander à M. le ministre de son dernier mot. Oui, avant de dire le mot de la fin, j'aimerais effectivement noter avec beaucoup d'intérêt les deux dernières contributions qui sont extrêmement importantes. Nous avons bien noté que c'est le comportement qui est la clé du développement du tourisme et le comportement de tous les Sénégalais. Je crois qu'il faut que le Sénégal soit un pays orienté tourisme. Quand je dis un pays orienté tourisme, c'est un pays qui, dans le comportement de tous les jours,
se dit, l'acte posé effectivement peut être un acte qui décourage un voyageur, il dit mais je ne reviens plus dans ce pays. Je reçois souvent effectivement des mails, mais il y a un mail qui m'avait frappé la dernière fois. C'est un couple qui envoie un mail au ministre du Tourisme pour dire écoute, je ne reviens plus dans votre pays. Et bon, parce que, et même m'a demandé de prendre les dispositions pour rembourser le coût du visa qu'on lui a fait payer à l'aéroport. Simplement, il avait payé un visa sur une procédure bien précise. À l'aéroport, on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne procédure. Au lieu de lui faire payer donc, le différentiel, ou bien simplement de manière tout à fait commerciale de comprendre que c'est une erreur, on lui a effectivement fait payer encore un autre visa, mais dans les conditions que le couple a décrites dans son courrier, qui m'a quand même un peu choqué. Ça, c'est un comportement qui nous a fait perdre quand même un client qu'il fallait plus fidéliser. Ça, c'est un exemple, mais je crois que c'est sur toute la chaîne. Quand on sort de Saly et qu'on voit effectivement des dizaines de jeunes talibés qui sont derrière les touristes, c'est un problème, ça pose problème. Je crois quand même qu'à ce niveau-là, nous devons poser le problème au niveau national et en discuter. Pourquoi je dis le tourisme est simplement, bon, c'est un secteur assez transversal. Tous les problèmes que je règle souvent, ce ne sont pas des problèmes créés par le département. C'est souvent donc un secteur qui reçoit en termes donc, de conséquences des phénomènes qui ont leur origine ailleurs. Donc, pour régler la question du tourisme, il faut régler beaucoup d'autres problèmes en amont. Nous en sommes très conscients. Pourquoi dans nos stratégies, on intègre oui, l'Internet. Je crois que ça vous m'a donné effectivement un bon argument de plaidoyer. Hein, je vais sortir ici, je convoque un point de presse, je dis la Sonatel joue contre le tourisme sénégalais. À partir de ce moment-là, ça va faire un grand buzz et puis demain, le débat sera autour de ça. Le ministre du Tourisme a accusé la Sonatel de jouer contre le tourisme du Sénégal. Bon, je sais, mais c'est important ce qu'elle dit. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas. Quand on n'a pas le net, on met les gens dans une prison. Vous avez raison d'utiliser le mot prison. Je crois quand même que c'est un élément que je vais intégrer dans ma stratégie. Et ça renvoie effectivement à la problématique du tourisme. Hein. Et je vous remercie pour ça. Les lagunes et le potentiel naturel du Sénégal, nous avons lancé un grand projet qui va démarrer bientôt avec la SPT qu'on appelle Khamsagor. Khamsagor, c'est essentiel. Les Sénégalais ne connaissent pas le Sénégal. Les Sénégalais ne connaissent pas le Sénégal. Donc il est important qu'on aille à la découverte de tout le potentiel touristique de ce pays. C'est pourquoi j'ai bien aimé Kenkeliba ce matin, parce qu'ils ont été à Cabrousse hein, pour se faire leur émission, et c'était quand même bien, parce que ça nous a fait découvrir la culture de Cabrousse avec tout le potentiel touristique. Je crois que ce que vous faites pour les lagunes, moi je l'encourage, hein, et je serais effectivement intéressé à regarder cela avec vous de plus près. Ça peut toujours intéresser beaucoup de monde. En tout cas, je vous remercie. Et je remercie Guy One Project de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec un public connaisseur, un public intéressé, parce qu'aujourd'hui les échanges effectivement ont montré que les Sénégalais sont intéressés par le secteur du tourisme et du transport aérien. Je m'en réjouis. Nous avons un secteur qui est difficile, mais qui est prometteur. Moi, je suis persuadé que dans les mois qui viennent, la perspective va beaucoup changer. Et nous comptons aussi sur des initiatives comme ça pour faire connaître ce que nous faisons. Hein. Et je vous remercie beaucoup. Vous m'avez donné une très très grande opportunité. Je ne manquerai pas de faire un compte rendu. Hein. Je l'ai d'ailleurs fait tout à l'heure en disant, écoute, je suis président, laissez-moi terminer ma conférence. Il dit, bon, allez-y, vous parlez de quoi? Je vais rapidement parler de cet exercice-là que nous sommes en train de mener ici. En tout cas, je vous encourage et je vous félicite pour cette belle initiative.